Vous êtes déplacés ce matin, il fait beau mais frais. On va bien sûr parler un peu de l'avis de l'autorité de la concurrence qui a été diffusé le 14 décembre, mais on va élargir le propos. Donc, je vous ai fait un plan. Il marche, voilà. Si. Alors on va, après un propos introductif, on va parler du fait que la pertinence de la concurrence en santé elle est largement contestée, bien au-delà du secteur de l'audioprothèse. Et puis on va voir qu'en fait l'autorité a fait une très bonne démonstration sur l'excellence de l'audioprothèse en France. Enfin, on verra ensuite ce que l'autorité de la concurrence a passé sous silence. Il y a des choses qu'on n'a pas retrouvées à la fin dont ils s'étaient promis de parler. Et puis, on dira un mot sur les préconisations de l'autorité et on conclura en élargissant le propos et notamment avec les débats actuels sur la présidentielle. Alors, voilà les types de slides que mon attaché de presse déteste. Elle a pas tort. En fait, l'autorité de la concurrence elle s'occupe de dysfonctionnement de marché. Pourtant, elle a passé sous silence des graves manipulations de l'opinion publique et des pratiques contestables qu'on va voir un peu plus tard, alors qu'elle les encensait. Et plutôt que d'admettre qu'il y avait que les mesures à préconiser pour l'audioprothèse dépendaient du ministère de la Santé, eh bien, elle a quand même, pour justifier l'existence de son enquête sectorielle, fait des propositions qui, à notre sens, sont très négatives. Donc, elle est allée plus loin, elle a critiqué la mutualisation des coûts en santé, enfin en audioprothèse, et elle a poussé à l'individualisation des prix en fonction de la demande de suivi, ce qui permettrait une évolution à l'américaine. Tout cela, ça va avoir à rebours des fondements de notre système de santé. Alors que les enquêtes récentes, il y en a eu plusieurs, elles ont été beaucoup médiatisées, convergent et montrent que la très grande majorité de nos concitoyens, elle est attachée à un modèle solidaire de notre sécurité sociale et de la prise en charge de la santé en France. Donc l'autorité a aussi empiété sur d'autres organismes publics comme l'Observatoire national de la démographie des professionnels de santé, l'Inspection générale des affaires sociales et la Haute Autorité de santé qui sont beaucoup plus compétentes qu'elle pour aborder les parcours de soins et la démographie. Donc est-ce que c'est acceptable que cette idéologie de la concurrence prenne à rebours la volonté des gens et que l'autorité puisse inciter les pouvoirs publics à une marchandisation de la santé? C'est la question auquel on va essayer de répondre. L'enquête a eu trois étapes. Février, annonce de la saisine d'office. Juillet, publication d'un document de consultation publique. Et en fin décembre, l'avis final le 14 décembre. Nous avions accueilli plutôt avec confiance, sérénité, même on était plutôt contents parce qu'il y avait beaucoup de polémiques qui avaient eu lieu ces dernières années. On a énormément travaillé. J'ai été auditionné 6 ou 7 fois. J'aurais donné énormément de documents. Et puis il y avait des axes de travail qui nous paraissaient intéressants, mais malheureusement, l'avis de décembre nous a déçus. Contre toute attente, on a un avis qui est vraiment à contre-courant des objectifs de santé publique. Alors, la pertinence de la concurrence en santé, elle est contestée assez largement et récemment encore par Étienne Cagnard, qui a publié un livre lorsqu'il quittait la présidence de la Mutualité française. Donc, le dogme de la concurrence en santé était interrogé. C'est un livre qui date de juin 2016, qui est récent, et dans lequel Étienne Cagnard disait lui-même qu'avant, pour éviter une concurrence, il y avait une espèce de pacte de non-agression, de pacte d'union, qui aujourd'hui serait condamné par l'autorité. Pourtant, ce pacte permettait d'éviter qu'on aille prospecter les bons risques et que la solidarité ne se délite. La croyance aveugle dans les vertus de la concurrence, c'est quand même M. Cagnard qui parle, et c'est il y a 6 mois, donc c'est pas vieux, a conduit à interdire ce type de régulation. La naïveté des pouvoirs publics a fait le reste. Cette prime aux nouveaux entrants a fait le lit des exclusions, puisqu'aujourd'hui on constate qu'il y a vraiment une partie de la population qui ne peut pas accéder, pour des problèmes de prix, aux complémentaires. Donc, M. Cagnard continue, une concurrence non régulée entre complémentaires favorise des acteurs qui permettent de limiter leurs interventions aux niches les plus solvables. Et au lieu de développer des solidarités en incitant économiquement à la mutualisation la plus large, on prépare une évolution à l'américaine pour les complémentaires. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui en parle de cette évolution à l'américaine. La vertu et l'intérêt général sont économiquement pénalisés. Donc il parle des secteurs des complémentaires. Nous sommes page 8. Et donc on voit que là, c'est un livre qui a 6 mois.
Il y avait eu une analyse beaucoup plus poussée en 2013 par Didier Tabuteau, qui est conseiller d'État, responsable de la chaire santé à Sciences Po, et qui a d'ailleurs publié une tribune largement commentée ce week-end. Et là, il tirait les enseignements de l'économie de la santé, parce que l'économie de la santé a déjà traité de cela il y a très longtemps. C'était les mécanismes du marché ne permettent pas de parvenir au meilleur prix d'équilibre parce que les acheteurs n'ont pas une information suffisante sur ce qu'ils achètent. Quand on va chez son médecin, quand on va chez son audioprothésiste, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il nous faut et on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Il y a une asymétrie de l'information entre le patient et les prestataires de soins. C'est ce que montrait, c'est pour ces travaux que Kenneth Arrow a eu le prix Nobel en 1972. Le système de santé repose sur une économie de la confiance plutôt que sur une économie de la connaissance. C'est bien pour ça qu'elle est régulée par l'assurance maladie, le ministère de la Santé, etc. Dans ce contexte, le marché est dans l'incapacité d'établir des prix rationnels au regard de la qualité des soins. Et en plus, la concurrence entre professionnels favorise la hausse des tarifs. Les financeurs de santé également sont soumis à cette pression. Cagnard le disait 3 ans après. Et les politiques publiques s'efforcent de contenir l'évolution avec des dispositifs sur une logique de limitation de la concurrence, de limitation de la concurrence et de ses effets sur le système de santé. Donc ça, c'est quand même des choses qui existent. Je veux dire, on n'est pas en train de découvrir des choses. Hein. Tout ça, c'est très connu. Les économistes de la santé, ils connaissent ça par cœur. Oui. Pourquoi la concurrence entre les professionnels favorise la hausse des tarifs? On va y revenir avec des exemples, justement. Une idéologie de la concurrence est imposée. Les vertus sont indéniables pour les biens et services, mais ils ne permettent pas de réguler les activités d'intérêt général. Il y en a un autre hors santé, c'est l'éducation, qui est bien connu. La logique concurrentielle et l'assurance maladie solidaire ne font pas mon ménage. Donc voilà déjà un autre témoignage. Mais plus fort encore, l'autorité de la concurrence elle-même a écrit sur le sujet. Et c'est sur leur site. Donc en 2008, l'autorité de la concurrence a publié une étude thématique, droit de la concurrence et santé, et elle a tiré elle-même l'attention sur la spécificité des missions de santé. Et là encore, on retrouve les travaux de Kenneth Arrow, qui visiblement ils avaient lus, et ils reprennent quasiment la même analyse que Didier Tabuteau, les activités de soins, la symétrie de l'information, la concurrence pure et parfaite n'est pas possible, puisque les offreurs et demandeurs n'ont pas le même niveau d'information, contrairement à quand vous louez une voiture ou quand vous prenez un vol. Si vous avez pris du low cost, vous connaissez parfaitement la différence. L'avion doit arriver, il ne doit pas tomber en chemin, donc c'est juste un problème de confort. Là, ce n'est pas le cas. Vous ne savez absolument pas si le médecin vous donne le bon traitement, si l'audioprothésiste vous donne le bon appareil. La détermination d'un état de santé est subjective, donc une incertitude, et les demandeurs ne connaissent pas leurs besoins avant ni après. Donc les soins sont considérés comme des biens de confiance. Là encore, ce ne sont que des citations, c'est tout au mot près. La relation de confiance qui se noue entre offreurs et demandeurs empêche un comportement de négociation pure. La spécificité des missions de santé interdit que le droit de concurrence en devienne le seul régulateur. C'est ces textes-là que j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'autorité a oublié. Puisque même quand les marchés de la santé sont libres, la demande reste peu sensible aux variations tarifaires. C'est l'inélasticité du prix en santé. La concurrence par les prix est soit inexistante, soit faible. Et les mécanismes de la concurrence ne peuvent jouer sur le marché sans risquer de détériorer une certaine qualité. Si le droit de la concurrence doit régir ce domaine, il ne peut le faire seul. L'intervention de l'État demeure la règle, et de l'État, plutôt du ministère de la Santé en fait. Donc, justement, revenons un petit peu rapidement à l'avis après ce préambule. La motivation de l'enquête, les rentes présupposées, qui auraient montré un dysfonctionnement du marché et une solution toute trouvée, les réseaux de soins. C'est quelque chose, cette manipulation de l'opinion publique, elle est large. Monsieur Antoine Durleman, quand même président de la 6e chambre de la Cour des comptes, qui n'a pas l'habitude de dire des choses fausses, disait sur France Inter, le marché est cartélisé, le marché de l'audioprothèse. Très peu d'audioprothésistes, rente de situation, marge très élevée. En septembre 2015, Que Choisir avait parlé d'un marché verrouillé par les audioprothésistes. Et enfin, l'ancien président de l'autorité de la concurrence en juin 2016, là encore il y a 6 mois, donc c'est pas vieux, disait « Les prix sont parmi les plus élevés d'Europe, il faut rechercher les justifications aux marges très importantes. » Ce n'est même pas « est-ce qu'il y en a ?» Il était certain qu'il y en avait. Donc voilà, il venait juste chercher pourquoi il y en avait. Et enfin, le rôle des réseaux de soins, qui sont donc des intermédiaires entre les complémentaires et les professionnels de santé. C'est des sociétés commerciales qui ont pour objectif de venir négocier des prix auprès des dentistes, des opticiens et des audioprothésistes pour l'instant, et de savoir si ces réseaux pourraient être un contre-pouvoir à ces prix élevés.
Alors, le document de consultation publique qui a été publié en juillet était très bon. C'est d'ailleurs mon document de référence. Celui-là, je vais le garder et le citer assez largement, parce qu'il est très bon, ce document. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce document de consultation publique? Il nous dit d'abord que le maillage territorial est satisfaisant. Il n'y a pas d'acteurs en position dominante et la structure du marché devrait favoriser la concurrence. On est page 18. Il n'y a pas d'anomalie dans le fonctionnement du marché déjà. Ça va pas être... Voilà. Plus loin, le prix des audioprothèses en France est comparable au prix dans les autres pays de l'Union européenne et même inférieur pour les produits haut de gamme. Vous voyez la différence en un mois de temps entre ce que M. Lasserre pensait qu'il allait trouver et ce qui a été trouvé effectivement par ses services. Une concurrence par les prix est très efficiente, qui fonctionne très bien. Là encore, une explication du métier qui est bienvenue. D'ailleurs, la formule est même meilleure que ce qu'on avait pu écrire, nous. 66% de la valeur est créée par les audioprothésistes. C'était la fameuse marge que Nicolas Demorand m'avait voulu m'extorquer à tout prix au téléphone l'année dernière, la fameuse marge. Le problème, c'est qu'ils expliquent pourquoi 66%. Leur activité n'est pas comparable à celle d'un commerçant qui achète des produits pour les revendre en réalisant une marge. Elle s'apparente à celle d'un infirmier ou d'un kiné en fournissant des services de soins du patient sur une longue durée. Le prix d'une audioprothèse reflète ainsi à la fois la valeur de l'appareil et celle du temps passé pour les prestations associées, 12 à 15 heures, s'étalant sur 5 à 6 ans. Cette clarification, elle est vraiment bienvenue et elle ancre dans la santé. Elle n'ancre pas dans le secteur marchand. Et on comprend tout de suite où est la variable d'ajustement quand on vous vend du pas cher. C'est le temps d'accompagnement qui est sacrifié. Et les études, on ne va pas aller jusque-là parce que c'est déjà assez long, mais les études montrent que si on enlève du temps d'accompagnement, les appareils ne sont pas portés. En Angleterre, on a 46% de taux d'appareils non portés, en France c'est 10%. Pas plus de 10% en France ? Non, c'est pas plus. Comme je le disais l'autre jour au ministère, quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, voilà. Et au niveau européen, on va y venir, ils en parlent d'ailleurs. Ils en parlent aussi, même de ça ils ont parlé. L'assurance maladie participe à hauteur de 120 €, les organismes 400 €, reste à charge 1000 €. Donc si ce n'est pas le prix, c'est bien le problème, c'est la solvabilisation publique et privée d'ailleurs. Le tarif de remboursement qui n'est pas revalorisé depuis 1986. Il est possible, vous voyez qu'ils étaient prudents en juillet, il est possible que le renforcement de la concurrence lors du suivi ne suffise pas à réduire le reste à charge. La question se pose donc d'une éventuelle revalorisation du remboursement. Voilà, c'était tellement évident qu'il n'y avait pas de problème de marché que forcément, en solvabilisant davantage la demande, ça permettrait de favoriser l'accès et de se rapprocher du niveau de remboursement des autres pays entre 600 et 800 € versus 120 en France. Et là encore, cette dernière citation est très importante. La France compte parmi les pays qui affichent le meilleur taux d'observance, donc les appareils effectivement portés, avec l'Allemagne et la Suisse. En revanche, au Royaume-Uni, Norvège, Danemark, bien que le taux soit plus élevé qu'en France, le taux d'observance y est plus faible de moitié. C'est les pays où on délivre l'appareil gratuitement. Le NHS, vous allez chercher à l'hôpital un appareillage pour 0. Mais le problème, c'est qu'il y en a la moitié qui ne sont pas portés parce qu'ils ne sont pas suivis. Donc vous voyez que l'enjeu, c'est plus complexe que ce qui avait été dit. Le métier, il est opérateur dépendant avec des enjeux de santé publique majeurs, avec les problèmes de déclin cognitif, etc. Donc le document de consultation publique prend 4 pistes: couplage éventuel, régulation tarifaire avec une amélioration de remboursement, numerus clausus et développement des réseaux. Voilà, on est en juillet toujours. Et les 4 constats, les 6 constats en résumé de l'autorité: pas de rente présupposée, elle n'existe pas de pratique anticoncurrentielle, le secteur ne dysfonctionne pas, la concurrence par les prix est efficace puisque les hauts de gamme sont les moins chers d'Europe. Fort enjeu de santé publique, des patients âgés, fragiles, un métier opérateur dépendant qui offre la meilleure satisfaction et donc la meilleure observance d'Europe. Notre principale spécificité, et la formule est d'autorité, la solvabilisation de la demande n'est pas assurée de manière satisfaisante. Le faible remboursement public et complémentaire crée la confusion entre prix élevé et reste à charge élevé. Et cette diapo que j'ai pris, enfin cette image que j'ai regretté de ne pas avoir pensé à faire, mais que j'ai pris à Hospimedia, elle résume clairement le problème français. Je veux dire, il y a pas, ils l'ont fait eux-mêmes. Hein. Les prix ils sont pas plus chers qu'ailleurs, mais c'est le remboursement qui est totalement déconnecté. On va faire un petit peu d'autosatisfaction, en janvier 2014 on a écrit tout ça. Hein. Je veux dire, après on n'était pas entendu, c'est tout. Vous n'étiez pas là à l'époque, on n'était pas entendu, on n'avait pas de présence politique, mais on connaissait notre secteur. Donc, qu'est-ce que l'autorité de la concurrence a passé sous silence? Puisque sur les 4 points listés, il y en a 2 qui ont été traités, mais les réseaux de soins n'ont pas été abordés du tout en décembre. Ça a disparu. Alors qu'ils avaient eux-mêmes écrit, et tout est sur leur site, qu'ils allaient le traiter. Dans l'avis, les 41 pages de l'avis, les réseaux sont rapidement évoqués, décrits, mais leur analyse est inexistante. Et pourtant,
Leur rôle dans l'installation dans le débat public de la cherté des audioprothèses est majeur. Nous on pose la question de pourquoi on n'en a pas parlé. Puisque les rentes et les marges des audioprothésistes, c'est ce que nous avons déjà montré, notamment à l'autorité, c'est une manipulation de l'opinion publique initiée par ces réseaux qui avaient un certain nombre d'intérêts à faire croire que les dentistes, les audioprothésistes, pas seulement d'ailleurs nous, étaient chers. Donc voilà ce que dit un responsable de Santé Claire en 2012. Ça dure 20 secondes. En audioprothèse, vous vendez 4 audioprothèses par semaine dans votre magasin. Forcément, vous êtes obligé d'être cher pour amortir vos frais fixes. Et puis votre temps, vous avez passé du temps, vous avez un diplôme, donc vous pourriez en vendre 10 fois plus. Et dans ce cas-là, vous les vendriez moins cher. La prothèse à 1500, en général, elle a coûté 300 €, parfois un peu moins. Donc ça fait 1200 € de marge par oreille, les 2 oreilles 2400, vous passez en moyenne 3 heures, y compris les réglages. Ça fait 800 € de l'heure. 800 € de l'heure et le plateau technique il coûte 20 000 €. C'est bac plus 4. Ça n'a pas de sens. Donc je souligne l'endroit où ça a été prononcé. C'est à Bercy. Parce que la DGCCRF fait des ateliers qui sont d'ailleurs pas mal faits. C'était en 2012. C'est sur le site du ministère de l'économie, toujours actuellement. Donc, et ces propos-là ont été tenus dans beaucoup d'endroits. La manipulation. Ces intermédiaires, qui sont des intermédiaires entre les complémentaires et les professionnels de santé, encore une fois, dentistes, opticiens, audioprothésistes, c'est pas seulement l'audioprothèse, voulaient, quels étaient leurs objectifs? Ils voulaient d'abord placer les secteurs concernés, audioprothèse, mais aussi dentaire, dans le secteur marchand, au moment des enjeux de santé publique. Vous avez remarqué, vendre, magasin. Donc on est dans le commerce. Ils voulaient justifier ces services. Et les moins 40% sur l'audio que promettait la SA Santé Claire aux complémentaires clientes, parce qu'ils vendent quelque chose, eux. Et ils vendent les remises qu'ils étaient censés obtenir sur nos prix. Donc il fallait qu'on soit cher, sinon ils n'avaient pas de remise à obtenir. Écarter toute régulation publique pour une meilleure prise en charge, car, comme le disait la même personne, pour être tout à fait franche, là où on réussit bien, c'est quand les gens ont du reste à charge. Donc ça au moins c'est clair. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de reste à charge, il n'existe plus. Donc, et enfin, obtenir carrément que la sécurité sociale abandonne le dentaire, l'optique et l'audioprothèse pour une régulation par les plateformes, puisque cette personne était favorable à une microéconomie dans les domaines à cheval entre la santé et la consommation. Pour ne pas parler d'audioprothèse tout le temps, je pense que le collectif Dentexia, je pense qu'ils seraient ravis de savoir qu'ils sont à cheval sur la consommation. Donc voilà les objectifs. Et plus généralement, on a montré à l'autorité de la concurrence que les réseaux dégradent la qualité de l'information de l'audioprothèse, échappent à toute évaluation par les pouvoirs publics, sont pour certains d'entre elles une source de profit pour leurs actionnaires, point. Et ne sont pas appréciés par les Français. Un sondage qui a été publié en novembre montrait que 90% des gens ne veulent pas changer de professionnel de santé pour payer moins cher, parce qu'ils préfèrent avoir des professionnels de santé en qui ils ont confiance. D'ailleurs, un responsable, que je ne vais pas citer, mais de ces assureurs disait que ça ne marche pas en audioprothèse et en dentaire. Il n'a pas cité l'optique, mais là, non, ça ne marche pas. Ces plateformes sont en réalité un obstacle à la nécessaire négociation entre syndicats de professionnels représentatifs et financeurs privés et publics. Puisque le ministère ne s'est pas du tout occupé de nos secteurs pendant des années, parce qu'il avait probablement pris aussi comme pour vérité ces prix. Ces annonces de réévaluation de remboursement de soins dentaires et audioprothétiques par le ministère récent, puisque c'est des choses qui ont eu lieu deuxième partie de 2016, viennent confirmer l'inefficience des réseaux dans leur prétention à réguler ces secteurs, notamment par la concurrence sur les prix. Qu'est-ce qu'a fait l'autorité de la concurrence devant toutes ces données ? Parce que l'autorité était un soutien constant aux effets concurrentiels des réseaux de soins, puisqu'ils étaient dans la concurrence. L'autorité aime la concurrence. 2 exemples récents. L'ancien président disait donc le 21 juin à l'Assemblée nationale, là encore la source elle est publique, c'est le compte-rendu de l'Assemblée, le rôle des réseaux de soins, s'ils peuvent exercer un rôle de prescription, c'est les réseaux qui choisiraient ce que les gens vont mettre comme audioprothèse ou comme soins dentaires, qui serait un contre-pouvoir à ces prix élevés. Et en juillet 2016, lors de la présentation de l'autorité de la concurrence, le président disait les réseaux de soins sont un sujet d'envergure pour l'autorité. On est en juillet. Si la constitution de ces réseaux a pu susciter des craintes, elles sont plutôt concurrentielles. Bon. Pourtant, aucune mention en décembre, rien, il n'y a rien. Ni en bien ni en mal, soit dit en passant. Aucune allusion à leurs effets pro-concurrentiels dans l'audioprothèse. Donc là on pose la question, on a peut-être trop bien marché et là ils sont un petit peu gênés sur cette question.
Alors pourquoi est-ce que les deux préconisations de l'autorité conduiraient à une hausse des prix? D'abord, il y a une grande gêne parce qu'on part de deux présupposés qui sont faux. Et quelque part, la principale source d'amélioration, elle est clairement au ministère de la Santé, c'est le remboursement, on le voit, la solvabilisation, ils le disent eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? Ils auraient pu nous dire qu'ils n'avaient rien à faire, mais non, ils n'ont pas voulu dire ça, ils ont voulu dire qu'ils avaient à faire. Et donc on reprend les 4 pistes, il y en a 2 sur lesquelles ils ont travaillé, c'est le numerus clausus et le couplage, ou le découplage de l'appareil et des prestations. Le numerus clausus, c'est la question la plus simple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper connu. D'abord, le numerus clausus, il n'est pas seulement chez nous. Ça fait depuis le début des années 80 qu'infirmiers, kinés, psychomotriciens, orthophonistes et enfin orthoptistes et audioprothésistes ont eu un numerus clausus. On l'a eu d'ailleurs en même temps que les orthoptistes. Ce n'était pas une exception. Je veux dire, c'est quelque chose qui est la base dans toutes ces professions de santé, alors qu'on le pointe aussi, on l'a d'ailleurs fait tester par l'autorité, on leur dit, prouvez-nous qu'il y a des problèmes d'accès. Il n'y en a aucun. Dans n'importe quel coin du territoire, les gens peuvent accéder à un audioprothésiste. Et d'ailleurs, l'autorité en commune elle-même, on constate une évolution parallèle du nombre d'audioprothésistes et du nombre d'appareils vendus. Depuis 2000. Pendant 10 ans, on n'a jamais parlé de problème d'offres. Donc voilà, les données étaient connues. Le faible remboursement, il disait comme c'est faiblement remboursé, ça peut justifier sa suppression. Pas vraiment, puisque l'audioprothésiste s'exerce sur prescription médicale, l'assurance maladie assure une prise en charge qui va augmenter, le ministère l'a annoncé, et cette régulation garantit aussi la qualité de formation des nouveaux diplômés. Et puis les travaux en économie de la santé montrent toujours la même chose, qu'en asymétrie de l'information fait que l'augmentation du nombre de professionnels fait augmenter les tarifs. Les études, il y a de nombreuses études qui le prouvent pour les médecins de secteur 2. On est d'ailleurs dans un arrondissement où il y a beaucoup de médecins de secteur 2, et bien le tarif moyen des médecins à honoraires libres est plutôt plus élevé qu'où il y en a peu. Donc ça, c'est des études qui sont connues. Même dans l'optique, puisqu'on a voulu beaucoup nous comparer à l'optique, l'inspection générale des affaires sociales a fait un travail en 2015 sur l'optique qui montre le nombre extravagant des points de vente en France, puisqu'on en a autant en France qu'aux États-Unis. Alors qu'il y a quand même 5 fois plus de population et 17 fois plus de surface. La dégradation des statuts des jeunes opticiens, dont 4000 sont au chômage, la dégradation de l'image, malgré l'escalade des budgets publicitaires, et l'IGAS conclut sur quoi? Sur la fixation d'un numerus clausus pour les opticiens. C'est quand même pas mal ça. Donc ça, c'est quand même une étude de 2015, qui a 1 an et demi. Donc les spécificités du domaine de la santé ont en plus amené la création de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, et c'est peut-être à eux de parler plutôt qu'à l'autorité de la concurrence, parce que les enjeux sont beaucoup plus divers. Donc croire qu'une offre surabondante aura un effet modérateur sur les prix relève du dogmatisme, et même est juste à l'envers de ce qui se passerait. Une petite question, excusez-moi, mais oui. Comment vous expliquez du coup le fait qu'il y ait des audioprothésistes qui viennent de l'étranger? Par la même raison qu'il y a des médecins qui viennent de l'étranger, qu'il y a des kinés qui viennent de l'étranger, etc. Il y a deux phénomènes. D'abord, des gens qui n'ont pas été pris et qui vont se former dans des endroits où c'est plus facile d'être formé qu'en France. Et puis c'est d'ailleurs un problème européen aujourd'hui, c'est un problème européen. On commence à se dire qu'il faudrait une régulation européenne parce qu'il y a des pays, la Roumanie, elle a des facultés qui fournissent des professionnels pour la France. C'est quand même un petit problème, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, c'est juste ça. Et puis après, il y a des différences de niveau. Il y a des pays dans lesquels on est moins exigeant et c'est plus facile d'aller passer le diplôme là-bas qu'ici, tout simplement. C'est aussi un contournement du numerus clausus, et d'ailleurs c'est des débats, mais c'est encore une fois des débats qui ne sont pas concurrentiels, c'est des débats qu'a la direction générale de l'offre de soins. C'est des choses dont on va peut-être, s'il y a d'autres questions, les garder pour la fin. Parce que le couplage, c'est une question plus complexe, parce que c'est contre-intuitif. On se dit, c'est beaucoup plus simple de payer en petits morceaux que de payer d'un coup. Je fais juste remarquer une chose, c'est que l'appareillage et l'adaptation initiale, c'est plus du 2/3 des prix. Donc ça veut dire que le couplage jouerait sur 20 ou 30%, pas plus. Et le modèle actuel, c'est le modèle qui est le même dans toute l'Europe. Il n'y a pas un seul pays d'Europe qui n'a pas ce modèle, même aux États-Unis. J'ai pu lire qu'aux États-Unis il y avait du découplage, il n'y a pas de découplage. On vous donne une source. Les New York Times faisait un article sur l'appareillage auditif fin 2015 et il donnait des prix plus chers qu'en France, 1200 à 2800 dollars par oreille, et il disait qu'il y a besoin de réglages, qu'il faut y retourner, etc., etc. Il n'y a pas aux États-Unis le modèle elle-même. Au Japon, il n'y a pas de régulation. Le métier n'est pas régulé, donc on ne peut pas en parler. D'ailleurs, la satisfaction y est catastrophique et le taux d'équipement très mauvais.
L'autorité l'écrit, le patient peut être rebuté par des séances répétées de réglage. Il l'écrit lui-même, qui lui apparaissent comme une véritable contrainte, le fait de revenir. Pourtant, c'est indispensable pour que les appareils soient portés. Ces réticences peuvent conduire à une mauvaise observance, entraînant à terme un abandon. Bien évidemment, c'est déjà la principale des raisons qu'il ne faut pas découpler. Parce que si en plus on rend le suivi optionnel, ça veut dire que les gens doivent repayer chaque année pour revenir, ça ne va pas aider l'observance. Donc ça veut dire qu'ils nous donnent déjà un excellent argument, enfin ils reprennent un excellent argument, qui fait que de mettre un suivi optionnel aura des effets négatifs majeurs sur l'observance. Les gens n'y retourneront pas, n'en seront pas satisfaits et ne le porteront plus. L'assurance maladie a publié le 30 novembre 2016 des données inédites sur les durées de renouvellement. Ça, on n'avait pas. Ils sont allés extraire leurs données sur 10 ans et ils ont vu que le délai de renouvellement moyen actuel est de 5 ans et 5 mois. C'est-à-dire les gens, quand ils acquièrent un appareillage auditif, avec le prix qu'ils ont payé initial, pendant 5 ans et demi, ils y retournent, ils ont des réglages, ils ont des ajustements, ils ne repayent pas. Près de 40% des patients, c'est tout cela, renouvellent entre 6 et 10 ans. Ça veut dire que des gens gardent leurs appareils 7 ans, 8 ans, 9 ans pour le prix initial. C'est d'ailleurs un des éléments pour sélectionner les bons professionnels. Les bons professionnels sont ceux qui suivent leurs appareils et qui n'obligent pas les gens à changer souvent. La facturation forfaitaire a donc des vertus redistributives parce que les gens les plus modestes, ils les gardent plus longtemps. Ils essayent d'atténuer ce reste à charge en essayant d'utiliser leurs appareils au plus. Donc ces données, là encore, confirment l'efficience de la facturation forfaitaire. Qui plus est, il y a certaines chaînes commerciales d'optique qui ont exercé un fort lobbying et qui exercent un fort lobbying pour le découplage car ils ont des modèles de durée de renouvellement de 2 ans. Les lunettes, on les renouvelle vite. Vous savez que vous n'avez pas le temps de les user, vos lunettes. Et donc c'est quelque part aujourd'hui quelque chose qui bloquerait des évolutions beaucoup plus commerciales parce que de suivre un appareillage auditif pendant 6 ans pour le prix initial, c'est pas trop l'habitude de ces chaînes commerciales. Donc toute facturation à l'acte ou par année de suivi permettrait des approches commerciales aboutissant à un renouvellement plus rapide. Certains acteurs proposent déjà illégalement, puisqu'aujourd'hui en France la sécurité sociale quand elle rembourse c'est un appareillage pour une durée indéfinie et pas pour 2 ans. Donc là on a déjà des acteurs, des petits acteurs qui ont commencé à dire tous les 2 ans vous ne payez que 990 € par oreille. C'est une bonne affaire, c'est pas cher 990, c'est moins cher que 1000 et quelques. Par contre le problème c'est que, et vous bénéficiez en plus des remboursements, mais ça veut dire que pour 6 ans pour 2 oreilles au lieu d'avoir 3000 €, le prix actuel, on en aurait presque 6000. Voilà ce qu'on fait avec des astuces commerciales. Et pire encore, les remboursements pour l'assurance maladie et pour les complémentaires seraient triplés. Et le reste à charge serait quand même augmenté de presque 50%. Sauf que les gens n'auraient pas l'impression, ils n'auraient pas vu, ils auraient payé 990 tous les 2 ans au lieu de payer 1500 tous les 6 ans. Donc on voit bien que le découplage, ça n'a pas d'avenir, ça n'a pas de sens même. D'autant plus que la Cour des comptes est en train d'écrire un rapport sur les liens entre tarification et efficience, parce que tout est lié, qui ne va pas du tout dans le sens du découplage. Donc c'est là encore bouleverser le parcours de soins en audioprothèse, malgré les forts enjeux de santé publique pour des patients majoritairement âgés, ce n'est pas dans son champ de compétences. C'est un champ de compétences pour l'IGAS et pour l'autorité de la Haute Autorité de Santé. Donc on a l'impression qu'il y a une volonté de favoriser ces chaînes commerciales d'optique qui est dite d'ailleurs. Donc voilà, l'autorité dit que ces chaînes d'optique font des prix moins chers sans que la qualité des prestations soit affectée. Ne semble être affectée. Il y a un conditionnel déjà un peu gênant, si on n'en est pas sûr. Il y a des contraintes d'origine légale ou réglementaire imposées par les pouvoirs publics dans un but de santé publique qui entravent sa croissance. Donc on va enlever des contraintes qui sont imposées dans un but de santé publique pour faire du commerce. Là on est clairement dans le sujet. Elle est totalement hors de son rôle. Et on en revient aux marges. Des ventes plus importantes et les marges réduites à l'unité. On commence à se contredire pour pouvoir justifier une solution qui était de nouveau une confusion avec un bien de consommation. Et les enseignes d'optique ont fait état des difficultés de recrutement des audioprothésistes. Mais le recrutement, la formation des audioprothésistes, elle n'est pas faite pour les offreurs. Elle est faite pour que les besoins en santé, les besoins des patients soient suffisants, les besoins de la population, et non pour un maillage d'acteurs économiques qui viendront faire de la suroffre. Les 2 principaux acteurs des chaînes commerciales d'optique, c'est Optical Center à Flelou,
qui ont une stratégie de low cost qui est tout à fait liée à celle des réseaux de soins. D'ailleurs, la Santé Claire disait « Nous avons été les premiers à créer un réseau d'audioprothésistes avec des prix moins chers. Nous avons convaincu plusieurs chaînes d'optique d'intégrer ce marché. » Donc on retrouve, vous voyez, à nouveau un parallèle bizarre, étrange, avec ces réseaux de soins. Et les principales conséquences des chaînes commerciales d'optique, c'est un renforcement des inégalités sociales, puisque ils n'ouvrent plutôt que dans les grandes villes faciles d'accès en TGV. Une sélection des risques, dont Étienne Cagnard a dit tout le mal que ça a fait aux complémentaires, puisqu'ils disent que nos magasins d'optique attirent une clientèle jeune, les personnes plus âgées iront dans les structures plus conventionnelles. Voilà, on est tout ce qu'il ne faut pas faire en santé, un rapport qualité-prix préjudiciable, une communication massive et coûteuse qui viendra à terme enchérir les prix comme en optique, puisqu'en optique, plus de 10% du prix des lunettes, c'est de la pub. 60 €, disait un article récent. Et enfin, une publicité trompeuse uniquement fondée sur un prix prétendument bas des appareillages, moins 40% chez l'un, le deuxième appareil 1 € chez l'autre. Et ces chaînes commerciales d'optique, avec ces publicités trompeuses, il y a déjà eu des dénonciations. Que choisir, qui n'a pourtant pas été tendre avec nous, en janvier 2016, disait sur Afflelou, le deuxième appareil 1 €, mais le problème c'est que le prix du premier est le double des autres. Donc en gros c'est vieux que comme le commerce, on met un appareil très cher, on dit que le deuxième est 1 €, et en fait on prend des consommateurs pour des imbéciles. L'autre chaîne, Optical Center, visiblement a été condamnée, puisqu'elle a depuis, par un arrêté du 13 décembre 2016, la Cour d'appel de Paris a condamné Optical Center pour des pratiques commerciales trompeuses et a affiché le communiqué judiciaire sur leur site. Et en fait, on va donner le mot de conclusion à un acteur de l'optique. Donc je ne connais pas l'essentiel de l'optique, mais je le lis. Et l'essentiel de l'optique a écrit la semaine dernière, 12 janvier 2017, un joli résumé. Il a dit que chez eux, dans le secteur de l'optique, une situation d'hyperconcurrence n'a pas entraîné de baisse de prix. L'augmentation fulgurante de la concurrence empêche toute baisse parce que le volume de clients ne peut pas se déplacer et qu'il y a un entonnoir de prescription. L'optique est donc un cas d'école où la concurrence génère l'impossibilité de baisse de prix. En fait, il redécouvre les théories de Kenneth Arrow qui ont 50 ans, tout simplement. Plutôt que de dégrader le secteur de l'audioprothèse, qu'on aille étudier le secteur de l'optique, puisque visiblement là, il y a aussi beaucoup à dire. On va conclure et élargir. On va conclure, élargir et dire ce qui m'a gêné le plus dans la vie de l'autorité de la concurrence. C'est que j'ai lourdement appuyé sur l'exemple de l'Allemagne. Qui n'a pas, donc je l'ai dit en audition à plusieurs reprises, il n'ignore pas cet exemple. L'exemple de l'Allemagne est très frappant. Parce que d'abord ils se contredisent là encore une fois eux-mêmes dans la même phrase, quasiment, puisqu'ils disent qu'en Allemagne, donc ils posent la question si une baisse significative du prix favoriserait l'audioprothèse, mais ils constatent qu'en Allemagne c'est la revalorisation du remboursement par la collectivité qui a conduit à une réduction significative du reste des charges. En Allemagne, c'est le remboursement amélioré qui a augmenté les volumes, pas de politique de prix. Donc elle se contredit elle-même puisque ce n'est pas la baisse mais la diminution du reste à charge. Et l'autorité, en décembre, parle de comparaison européenne. Elle en fait avec le Royaume-Uni et le Danemark, pays où nous l'avons vu, il y a des problèmes d'observance majeurs, en disant que chez nous le taux d'équipement n'est que de 34% alors que là-bas il est de 41 et de 48%. Les modes de distribution sont totalement différents. Les comparaisons sont délicates. En plus, le Danemark, 5 millions d'habitants, a la particularité d'être à la patrie de 3 des 6 multinationales qui fabriquent des appareils. Donc moi j'ai habité en Champagne, c'est comme de comparer la consommation de champagne avec celui de Reims. Je peux vous dire qu'on va trouver des différences assez étonnantes. Le Danemark, tout le monde connaît là-bas quelqu'un qui travaille chez un fabricant d'appareils. Donc c'est quasiment malhonnête intellectuellement de faire des comparaisons comme ça. Par contre, quid du taux d'équipement en Allemagne? Il est le même qu'en France. Donc ils ont un remboursement presque 7 fois plus élevé avec le même taux d'équipement. Mais comme ça gênait la démonstration, en gros qui était il ne faut pas toucher au fonctionnement du marché, il faut juste mettre du remboursement, on le passe sous silence. Et ça c'est un peu scandaleux quand même. Puisque cette donnée, je l'ai donnée comme tout le reste à l'autorité. On a une étude européenne qui est de septembre, qui est tout à fait récente, septembre 2016. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la France et l'Allemagne sont exactement au même niveau. Les quelques pays qui sont devant nous ont des prises en charge quasi intégrales, avec d'ailleurs des différences assez faibles. Mieux encore, la Belgique par exemple, qui a un remboursement de 600 €, donc beaucoup plus élevé que le nôtre, a un taux d'équipement inférieur au nôtre. Donc est-ce que c'est normal que l'autorité passe sous silence ça? Ça c'est pas normal du tout. Donc, pourquoi est-ce que l'autorité de la concurrence est à rebours de la volonté des Français? C'est qu'en fait, 3 semaines après l'avis de l'autorité de la concurrence, un des candidats à la présidentielle proposait de prendre en charge à 100%
notamment les audioprothèses et l'optique et le dentaire. Mais il proposait aussi d'instaurer plus de transparence sur les prix et plus de concurrence pour les faire baisser. Il a peut-être lu l'autorité, ou ses équipes l'ont lu l'avis, puisque l'avis propose plein de pistes pour faire baisser les prix sans toucher au remboursement. Et donc, il y a une confusion d'ailleurs dans la proposition du candidat, avec un objectif de meilleur accès aux soins. Il y a une confusion entre amélioration et remboursement et baisse des prix par la concurrence, parce qu'on ne sait pas bien ce que va faire l'un ou l'autre. Alors que la santé et la prise en charge d'audioprothèses ont fait irruption dans la présidentielle, que l'autorité fasse croire que la seule action du marché peut réduire efficacement le reste à charge est inacceptable et biaise le débat public. Nous allons d'ailleurs porter des arguments beaucoup plus généraux sur l'inefficacité de la concurrence en santé auprès des autres professions de santé. Je remercie d'ailleurs Anne Dehêtre, qui est la présidente de la Fédération nationale des orthophonistes, d'être présente. D'autres n'ont pas pu être là parce qu'on a toujours des agendas très contraints. Et elle est également vice-présidente de l'Union nationale des professions de santé. Donc c'est des débats qu'on va porter un peu plus largement avec mes collègues. On va aussi porter bien évidemment nos arguments auprès des parlementaires et des candidats à la présidentielle dont tous s'intéressent à l'audioprothèse cette année, donc c'est très bien. Nous demandons quoi? Nous demandons par souci de transparence la publication par l'autorité de ses conclusions sur les deux questions non traitées. Pourquoi l'autorité n'a pas parlé de l'encadrement contre remboursement amélioré des réseaux de soins? Nous demandons aussi de futures études indépendantes du secteur par les autorités compétentes en santé, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et l'ONDPS pour la démographie. Enfin, une évolution concrète des textes qui permettent d'obtenir que la santé et les produits de santé ne puissent être traités comme des biens de consommation, d'obtenir une véritable exception santé, puisque les textes trop flous fragilisent la santé publique dans notre pays, comme on vient de le voir sur l'étude de notre secteur. Voilà, donc je suis à votre disposition pour les questions. Bon, vous voyez que finalement, petit secteur, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas mal, ouais.